Ce que je vous propose, c'est faire un rapide overview de l'agenda. Donc on va commencer par une présentation des enjeux aujourd'hui autour du cloud, de la mobilité, des réseaux sociaux et du big data, notamment dans le contexte de l'ITSM. Présentation faite par Dominique Dupuis du CXP, ainsi que Dominique Marie d'HP Professional Services. Ensuite, eh bien, je reviendrai vous voir accompagné d'Isabelle Roth pour vous faire une présentation, une démonstration de Service Anywhere, donc véritablement le voir en live. Et d'ailleurs, je vous inviterai lors de la pause ensuite à tester par vous-même, puisque nous avons mis à disposition un certain nombre de tablettes qui sont connectées directement sur les sites de démonstration de Service Anywhere, sur lequel, par vous-même, vous pourrez du coup tester, toucher la solution du doigt. De retour de la pause, eh bien, Dominique Marie viendra vous présenter une ouverture vers le modèle hybride. On a parlé de l'on-premise, on a parlé du SaaS. Les deux sont très très importants dans le domaine de l'ITSM. Ce qui est très important aussi, c'est de pouvoir potentiellement, dans certains contextes, lier les deux. Et puis ensuite, on terminera par le mot de nos sponsors sur cette demi-journée qui ont été cités par Luc Daman tout à l'heure. Donc Capgemini, Deodist, Steria et Synops, qui notamment vous remettront par tirage au sort quelques lots. Donc c'est assez intéressant aussi. Et puis on finira par le cocktail de clôture, le traditionnel cocktail de clôture, où là on pourra aussi échanger avec vous sur d'autres questionnements que vous pourriez avoir, ou si vous voulez effectivement aller plus loin sur certains sujets. J'en dis pas plus, je laisse maintenant la main effectivement à Dominique Dupuis et Dominique Marie pour la présentation des enjeux sur les 4 thèmes phares d'aujourd'hui. Bonjour à tous et à toutes. C'est tout bon, merci. Donc effectivement, je vais évoquer les sujets introduits par Régis tout de suite, le cloud, la mobilité, un peu moins les réseaux sociaux finalement, au profit des big data. Et Dominique interviendra dans ma présentation pour préciser certains points. Avec des éléments qui viennent en fait d'enquêtes auprès d'entreprises que nous avons réalisées sur l'année écoulée sur ces différents sujets qui pour certaines vont être des enquêtes un peu générales et d'autres un petit peu plus focusées sur la partie service desk ITSM. Donc 4 enquêtes je disais, enfin des enquêtes du moins, pardon, par contre je voulais juste dire quelques mots sur le CXP en introduction. Le CXP certains d'entre vous connaissent, j'imagine. C'est une entreprise qui existe depuis une quarantaine d'années et qui a pour vocation d'aider les entreprises à comprendre le marché du progiciel et les aider à choisir également des solutions dans le cadre des projets qu'elles ont. On couvre une dizaine de domaines. Les plus connus au travers du CXP, c'est le RP, le CRM, mais on a aussi des éléments assez importants maintenant, particulièrement depuis qu'on a une filiale en Allemagne qui est spécialisée sur le BI, le content management, et on couvre aussi l'ITSM, et donc des sujets qu'on va voir aujourd'hui. On a environ 1500 clients, beaucoup dans la DSI, donc l'ITSM intéresse beaucoup. Et on est donc présent sous la marque Bark dans différents pays d'Europe, Bark étant un cabinet d'analyse allemand qui est notre filiale. On propose 3 choses, du contenu, des études, c'est en général ce qui est le plus connu du CXP, notamment des études comparatives. On fait aussi du conseil pour accompagner les entreprises et on fait des enquêtes, c'est là que je voulais en venir, auprès des entreprises utilisatrices, des enquêtes thématiques, des enquêtes de satisfaction client, des choses comme ça. Et là, je vais vous évoquer un certain nombre de chiffres issus de 4 enquêtes. Une qui est directement corrélée au sujet, qui est l'évolution du rôle du service desk à l'aide du cloud et de l'agilité. Donc on est en plein dans le cœur du sujet d'aujourd'hui, qui a été faite par le CXP et en partenariat avec un cabinet américain spécialisé sur l'ITSM. Ça a été réalisé il y a 1 an et vous voyez, en Amérique du Nord, en France et en Allemagne. Une deuxième enquête sur les usages, les bénéfices, le potentiel du big data réalisé en Europe mené par Bark, notre filiale. Et puis 2 enquêtes sur le marché français, cette fois-ci, un peu plus générales, sur l'adoption de la mobilité par les entreprises et l'adoption du SaaS. Donc les chiffres que je vais vous présenter viennent d'au moins une de ces 4 enquêtes. En ce qui concerne le SaaS et le cloud, un élément qu'on retrouve d'ailleurs sur bien
des enquêtes sur le sujet et qui est la question est-ce que les entreprises adoptent ou pas le SaaS. Donc nous, on a des chiffres qui viennent des répondants qu'on a pu avoir sur cette enquête-là et qui sont grosso modo les mêmes que ce qu'on peut trouver sur le marché. Et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'effectivement, les entreprises ont bien mis le pied dans le SaaS. Je pense que vous pouvez en témoigner. Il n'y a plus qu'une petite proportion d'entreprises qui n'ont pas au moins une ou au moins un projet en cours concernant le SaaS. Par contre, ça ne dit pas si ce sont des projets importants ou si ce sont juste une petite application quelque part. Mais on a bien tous un pied dans le SaaS. Et parmi les questions qu'on a posées aux entreprises, il y avait les leviers du SaaS. Et ici, j'ai gardé, puisqu'on leur avait proposé pas mal de choses en termes de réponses potentielles, j'ai gardé ici ceux qui ont été identifiés comme importants ou très importants par au moins 60% des répondants. Et dans ces réponses, donc la liste là, c'est pas forcément évident, il y a un élément qui n'est pas inintéressant, qui relie à un autre sujet du matin, qui est l'identification du SaaS comme étant un levier qui permet d'aller vers la mobilité. On a 2 items qui sont dans ceux qui sont le plus retenus, qui concernent l'organisation de la DSI, en ce qui concerne la possibilité pour la DSI de se recentrer sur des missions plus stratégiques et du coup de déléguer des choses qui le sont peut-être moins grâce au SaaS. On a bien sûr des leviers financiers qui interviennent, qui ne sont pas forcément cette histoire d'OPEX CAPEX, mais qui sont par contre clairement, on veut réduire les coûts et si le SaaS le permet, eh bien effectivement c'est un levier pour pouvoir adopter le SaaS. Et puis, un dernier item qui intervient pas mal, donc qui correspond aux items qui sont encore bleus ici, donc vous voyez il y en a 4, qui sont la flexibilité, la rapidité d'évolution. Que ce soit pour sa mise en œuvre, donc au départ, que ce soit pour son évolution fonctionnelle, pour la mise en place des nouvelles mises à jour. Et il m'en manque un, et la flexibilité globalement. Donc qui apparaît ici comme étant le levier principal d'adoption du SaaS. A contrario, les freins, avec le même exercice. 2 items qui vont concerner le système d'information de l'entreprise. Le SaaS, oui, mais la difficulté, c'est s'il reste en dehors du système d'information, de l'autre partie du système d'information, c'est compliqué et l'interopérabilité apparaît comme une difficulté par rapport au SaaS. Un deuxième élément, c'est la chaîne de production du service. Qui intervient pour fournir ce service du SaaS, ce service en SaaS, ou ce logiciel en SaaS? C'est une préoccupation des répondants à cette enquête qui disent finalement, c'est peut-être pas très très clair aujourd'hui de savoir qui fait quoi dans cette affaire. La perte de maîtrise. Et si le réseau tombe, effectivement, je ne pourrai plus avoir accès au logiciel. Et si cette chaîne de service que je ne comprends pas bien, s'il y a une défaillance dedans, finalement, je prends un risque. Et puis, bien sûr, en premier, tout en haut, tout ce qui concerne la sécurité et la confidentialité des données, tout ce qui tourne autour des données. Un autre élément qui nous a paru intéressant de vous présenter, ce sont les critères de choix les plus importants. C'est-à-dire que dans cette enquête, on a demandé aux répondants quels sont les critères qui vous paraissent les plus importants pour l'applicatif, pour la gestion des données, pour la notion de service, pour la société. Là, je les ai regroupés, quelle que soit la thématique, pour identifier ceux qui sont les plus importants. Un élément qui ressort, c'est l'interopérabilité, qui fait le miroir un peu avec le frein. Comment est-ce que ça va se mettre en musique avec le reste du système d'information? C'est un item important. Des aspects commerciaux, le prix bien sûr, mais aussi la lisibilité des tarifs et des informations sur les consommations et la facturation. Donc là, c'est plutôt des éléments qui vont intéresser les éditeurs. Ça fait partie des exigences et c'est normal des clients. Des choses sur la disponibilité et la performance. Un levier, c'est la flexibilité. Une crainte, c'est la perte de maîtrise. Il faut qu'effectivement, dans le choix, être vigilant sur tout ce qui concerne la disponibilité et la performance des applications qui sont proposées. Et la disponibilité, elle est à la fois, ou la performance, elle est à la fois en termes de temps de réponse, des choses de cette nature, mais elle va être aussi sur comment est-ce que les incidents vont être traités, comment est-ce que une situation en mode dégradé pourra se mettre en place, est-ce qu'il y a des sauvegardes qui sont prévues, comment tout ça est organisé pour que effectivement ça marche, mais que quand il y a un problème, on soit moins pénalisé possible. Des éléments concernant la sécurité, bien sûr.
on s'y attendait bien. Et puis, un élément qui arrive en premier, qui sont les modalités de réversibilité et de portabilité. Donc qui est effectivement reconnu comme une préoccupation au travers de ces éléments. 67% ont trouvé que c'était très important et encore 29% important, donc on arrive quasiment à 100%, enfin à 96%, qui ont trouvé que qui disent ce critère est particulièrement important. Un autre point aussi qui est assez intéressant, c'est il y a des critères de choix par rapport aux fournisseurs. En interne, est-ce que les entreprises ont identifié des actions nécessaires pour que l'adoption du SaaS se passe bien? Là, j'ai sélectionné donc celle qui paraissait le plus pertinente. Donc, en fait, en bleu, c'est le pourcentage des entreprises qui ont trouvé que ce n'était pas spécialement pertinent de mener cette action-là. Et en orange, à l'inverse, celles qui ont trouvé que c'était pertinent ou très pertinent. Donc là, ce sont toutes les actions qui l'emportent côté pertinence. Les items du bas concernent la souscription. On se rapproche de nos problématiques d'ITSM et de Service Desk. Mettre en place une procédure, voire mettre en place un outil pour gérer cette problématique de souscription aux applications SaaS, qui sont des applications externes. Un item concernant le recours à un prestataire. Un critère de prise en compte de l'impact du SaaS sur la DSI, et notamment plus précisément sur le support de la DSI. Donc là aussi, on est à nouveau sur des éléments qui concernent le sujet du jour. Le cloud a bien un impact. Bon, on s'en doutait bien un peu, mais ça apparaît effectivement dans ce slide-là. Un impact métier également. Et pour finir, la prise en compte des aspects de sécurité. Puisque effectivement, si la faille, elle est dans l'entreprise, la sécurité ne sera pas globalement prise en compte. Et donc, il y a aussi des actions à mener en interne et pas seulement d'exigences vis-à-vis du partenaire extérieur. Et là, notamment, les items que l'on retrouve, c'est la sécurité réseau et tout ce qui concerne les autorisations d'accès et les droits associés pour les souscriptions dans le mode SaaS. Un petit zoom sur les leviers d'adoption, donc sur ce sujet-là, mais spécifique pour le Service Desk, donc issu d'une enquête différente. Les résultats sont un peu différents ici, puisque les répondants ne pouvaient choisir qu'une réponse. Et c'est important parce que, du coup, ça ne se lit pas de la même façon que tout à l'heure. Hein. Il y a deux critères qui sont... que j'aurais pu prendre l'un après l'autre. Il y en a un, celui du bas, c'est la plupart des innovateurs dans le domaine sont SaaS aujourd'hui. On parle bien du Service Desk. Hein. L'idée que les novateurs sont dans le SaaS. L'innovation se fait dans le SaaS. L'item qui est juste au-dessus, c'est la pression interne pour aller vers le cloud. Bon, ça nous intéresse peut-être moins aujourd'hui, c'est intéressant, mais voilà. Ensuite, on va retrouver les leviers financiers, qui vont éventuellement s'exprimer un peu différemment, mais qu'on va retrouver ici aussi de façon logique. Et également des éléments concernant la flexibilité et la rapidité, l'évolution, enfin toutes ces notions qui sont amenées par le SaaS, avec notamment des aspects de scalabilité, des aspects d'évolution fonctionnelle, de déploiement rapide, de facilité de mise à jour, donc toute cette promesse qui est faite par le SaaS. Alors moi j'ai eu le privilège de lire avant vous l'étude de Dominique, hein, donc j'ai pu un peu travailler sur les indicateurs. Hein. Ne croyez pas que j'ai une mémoire flash comme ça de tout ce que je viens de voir. Ce qui m'a intéressé dans l'étude, c'est particulièrement d'abord, pour commencer, c'est le sujet des données. C'est-à-dire qu'on voit quand même que les freins, c'est la confidentialité des données. Il y a 50% quand même qui considèrent que c'est très important. Donc ça mérite quand même notre attention. On voit par contre que dans les critères de choix, Dominique, la sécurité et l'intégrité des données, c'est 77% d'intérêt. Et puis on voit après que dans les actions qui peuvent être menées pour l'adoption du SaaS, rien de particulier sur les données. C'est-à-dire que ma question après naturelle, c'est est-ce que ça veut dire que c'est la solution logicielle, c'est l'éditeur qui vient proposer une solution pour gérer les données dans sa confidentialité, c'est-à-dire de ne pas tout mettre en SaaS, pouvoir filtrer les données qu'on veut mettre dans le SaaS et celles qu'on ne veut pas mettre dans le SaaS? Je ne peux pas me mettre à la place des répondants, mais je crois effectivement que l'attente, elle est bien que le prestataire, le fournisseur de services, propose des solutions autour de ces notions de données. Hein, que ce soit effectivement, alors il y a des notions de localisation qu'on a pu retrouver par ailleurs dans l'enquête, mais ça peut être aussi toutes les notions de sauvegarde également. Il y a une grosse demande d'un apport de réponse
en tout cas. C'est important. Vous verrez dans la présentation de Régis, alors c'est pas forcément l'accent qui sera fait dans cette présentation, mais qu'on sait répondre à cette contrainte de confidentialité, de sécurité des données qu'on veut mettre dans le SAS et celles qu'on ne veut pas mettre dans le SAS. C'est un point quand même important par rapport aux principaux indicateurs qu'a soulevé Dominique. Il y a un autre point moi, qui m'a interpellé, c'est disposer de la dernière version à 47%. Donc j'ai fait le corollaire avec les leviers d'adoption et on parle d'évolutivité fonctionnelle. Donc on veut bénéficier des dernières fonctionnalités, c'est un point important. Hein. On veut que ça soit un déploiement plus rapide, des nouvelles fonctions à 13%. Et au final, on se pose peut-être la question, est-ce que le SaaS, dans le constat, c'est pas dissociable du continuous delivery? C'est en quelque sorte, grâce au SaaS, on va toujours bénéficier des dernières mises à jour, des dernières fonctionnalités, mais comment est-ce que les entreprises peuvent s'adapter à ce changement continu? Donc c'est un petit peu ça que j'ai cherché dans l'étude. Alors, à nouveau, je n'ai pas de réponse sur cet aspect-là, mais je crois qu'effectivement, on peut voir déjà une première chose, c'est que les entreprises souffrent d'avoir des versions vieillissantes et de l'effort qu'il faut faire pour pouvoir avoir une nouvelle version. Et la promesse du SaaS que ça, c'est fini, ça devient du coup un levier, ça intéresse les entreprises. Pour autant, elles s'y sont pas frottées. Enfin, on s'y est pas frotté, parce que moi aussi je travaille dans une entreprise, hein. Cet aspect d'évolution continue. Par contre, on l'expérimente à titre personnel. Hein, que ce soit Gmail, Yahoo ou peu importe, on a effectivement pris l'habitude au niveau personnel, au travers des applications qu'on utilise sur le web, à avoir des évolutions régulières. Donc, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il y a encore pas très très longtemps, on était un peu perturbés, ça changeait, et puis on se disait flûte, faut que je me réadapte. Maintenant, c'est rentré dans les mœurs. Donc, bon, on est dans cet apprentissage. Pour autant, les entreprises vont devoir effectivement s'adapter et prendre en compte cette nouvelle dimension si elles avancent, comme ça a l'air d'être le cas dans cette démarche-là. L'autre indicateur qui m'a un petit peu titillé, c'est les innovateurs à 5%. J'ai essayé de faire aussi un corollaire avec un petit peu les générations, ces nouvelles générations. C'est un petit peu ce que disait Luc. Hein, nos clients aujourd'hui nous suivent avec Service Anywhere, notamment parce qu'ils ont un constat, c'est qu'on est en pleine innovation et que la plateforme peut leur faire gagner pas mal d'années sur leur schéma directeur. Donc nous, ça nous interpelle, ça m'interpelle dans les indicateurs. On voit qu'il y a 5% ici de ces innovateurs. On sait à peu près définir le type de société, le type de génération concernée, Dominique? C'est pas simple. Non, j'ai pas ces éléments-là, d'autant qu'on n'avait pas demandé l'âge aux répondants, donc on va pas savoir les classer dans des générations. Par contre, il faut se méfier. Effectivement, ici, l'élément est bas. Je précisais que c'était juste une réponse autorisée. Donc, ça veut dire que c'est pas forcément le premier indicateur qui est, ou le premier élément qui est choisi. Et comme il y avait possibilité d'en choisir qu'un, ça ne dit pas combien aurait dit oui, ça aussi c'est pertinent en fait. On continue. On continue. Allez. Alors on continue sur le service desk, plus précisément avec une question qui était est-ce que le service desk aujourd'hui est utilisé, ou est souscrit dans le SaaS par les entreprises, et même plus précisément est-ce que vous avez une préférence en fait entre du on-premise, du SaaS, ou bien est-ce qu'il y a les deux. Donc là on voit que le on-premise l'emporte encore, hein, dans cette enquête en tout cas, avec 45% des répondants qui ont dit nous, on s'oriente et on reste sur du on-premise, mais quand même déjà 25% qui ont dit non, nous le on-premise c'est fini, on souhaite aller vers du SaaS, et 30% qui disent l'un ou l'autre. Alors j'ai envie de rajouter vraisemblablement selon le contexte, selon la solution, c'est pas forcément le critère majoritaire. Une très bonne solution en premise, on préférera à une solution un peu moins bonne mais en SaaS. Voilà. Mais on retrouve cette évolution qui est quand même quelque chose d'assez rapide parce que ça fait pas très longtemps qu'il y a des solutions ITSM en SaaS. Deux petites informations qui jouent et qui sont importantes pour peut-être la suite des éléments au niveau de cette histoire de service desk et qui ressortent de cette étude concernaient le regroupement des services desk et donc en quelque sorte le périmètre de gestion des nouvelles solutions de service desk, avec un élément important ici qui est le fait d'avoir de plus en plus d'organisations qui ont à traiter plusieurs
service ou helpdesk, hein, puisque la question est-ce que votre organisation doit en prendre en charge plusieurs, il y en a quand même 53% des répondants qui ont dit oui et 13% qui ont dit non, mais c'est à l'étude. Autrement dit, par rapport à une organisation en silo où une organisation s'occupe d'un service desk, enfin, ou d'un centre de service, manifestement il y a une évolution pour que il y ait une organisation centrale ou transversale qui prenne en compte l'ensemble des centres de services. On est ici sur le domaine IT. Et il y avait une question qui allait plus loin, qui était, est-ce que vous allez vers un regroupement entre IT et non-IT? Et là aussi, il y a une réponse qui est assez largement oui, puisque seulement 25% des répondants ont dit non, ce n'est pas prévu, ce type de regroupement. Donc, au travers de cette enquête, 75% des répondants ont dit oui, on va vers une évolution. Alors, slide précédente, pour une organisation qui s'occupe des centres de services, et pour 75% en plus avec une intégration de ce qui n'est pas IT. Donc ça, même principe, hein, j'ai lu ça sous un angle un peu différent. En tout cas, je l'ai peut-être interprété. On voit bien qu'aujourd'hui, les fonctions de service desk, qu'elles soient métier ou IT, se rejoignent pour répondre encore mieux aux métiers. C'est un principe assez intéressant, c'est comment est-ce qu'on peut proposer des services de gestion de support tout en mariant des exigences un peu différentes, que ce soit les métiers ou de l'IT. Est-ce que je ne suis pas plutôt dans un modèle hybride, on y reviendra tout à l'heure dans la suite de la présentation, à proposer au final des solutions plutôt orientées IT ou plutôt orientées métier, et faire en sorte que ces solutions-là se marient ensemble, puissent relationner, échanger, pour mieux répondre aux métiers. Donc je vois ici que la réunion entre l'IT et les métiers, en fait, converge de plus en plus. C'est ce qui ressort effectivement clairement de cette enquête. C'est ça. Donc c'est un point majeur. Et on va voir effectivement que, vraisemblablement, on va retrouver des choses qui ne sont pas spécifiques à IT, même si la demande était clairement côté IT au niveau de l'enquête, mais on peut retrouver des choses dont on entend parler au travers d'autres éléments, notamment concernant l'expérience utilisateur, l'expérience client. Donc pour l'illustrer, une question était l'impact du cloud sur les fonctionnalités du service desk. Et là, à nouveau, toute une série d'items qu'on ne va pas forcément passer en revue, mais juste pour remarquer qu'il y en a un qui se dégage clairement, qui est développer les possibilités du self-service, qui apparaît comme étant quelque chose qui est attendu par les entreprises et notamment, est relié au cloud. Hein, donc le fait que ce soit une application web, etc. Et comme c'était une réponse à laquelle on s'attendait, on avait creusé, on avait prévu dès le départ dans l'enquête de creuser, à savoir quelles sont les fonctions self-service que vous attendez. Et là aussi, il se dégage un petit peu moins, il se distingue un petit peu moins, mais on voit qu'il y en a un quand même qui sort en premier, qui est la gestion des connaissances, knowledge management. Donc bon, c'est clairement en lien avec ce que vous avez déjà commencé à présenter aujourd'hui. Donc c'était effectivement un élément qui était intéressant, qui montre l'importance de cet item. Donc même principe, hein, j'en ai fait ma lecture. On voit bien que là, le self-service, c'est de pousser de la connaissance, c'est de pousser de l'information directement au métier. En fait, l'usage assez naturel, c'est que chacun fait ses recherches sur Google. Hein. On est très autonome dans la recherche d'informations, dans le fait de faire de l'autorésolution. Donc c'est un petit peu ça qu'on traduit ici. Par contre, ça veut dire plus d'autonomie pour l'utilisateur, ou est-ce que c'est autre chose? La question de l'autonomie de l'utilisateur et du self-service, en fait, et notamment si on reprend justement les enseignements qu'il y a aujourd'hui au niveau de la relation client, c'est davantage, c'est effectivement proposer ou donner la possibilité à l'utilisateur d'être autonome, mais ce qui ressort encore davantage au niveau de la relation client, c'est surtout de donner la possibilité à l'utilisateur ou au client de choisir. Je choisis d'être autonome et on m'en donne la possibilité, ça me va. J'ai pas envie d'être autonome parce que j'ai pas le temps, parce que ça ne correspond pas à mon tempérament. Je veux avoir quelqu'un à qui je peux poser mon problème et il va s'en occuper. Cette possibilité-là doit être aussi offerte. D'accord. Donc on voit bien le mariage des deux. Hein. Le support, on reste humain quand même, mais en même temps, on donne de l'information, on pousse de l'information vers les métiers de plus en plus. On va rejoindre tout à l'heure le sujet du big data. Hein. Donc on voit bien que le sujet de la connaissance, c'est un sujet majeur, c'est celui qui ressort le plus. C'est pas juste de l'autonomie. C'est de la productivité aussi, et c'est ça qui est important. Donc, on va voir dans le déroulé de la présentation, et notamment dans la présentation de tout à l'heure de Service Anywhere, mais ça fait partie des points majeurs de ces nouvelles orientations au final.
Donc on va passer à la mobilité. Premier élément, est-ce que effectivement les entreprises vont vers la mobilité? Oui, alors pour le caractériser, deux chiffres. Au niveau global des entreprises, donc l'enquête sur les entreprises françaises, la réponse c'était 27% on dit oui, on a déjà au moins une application mobile dans l'entreprise, 28% on n'en a pas encore mais c'est en projet, donc on voit qu'il y a une dynamique assez rapide qui s'installe. Et côté service desk, il y a eu quelque chose qui est mal passé, mais on va le déduire tout seul. La question c'était, est-ce que vous avez des interfaces mobiles sur votre application de service desk? La réponse était oui à 45%, donc non à 55%, si on se fait faire le calcul, même si la valeur apparaît pas. Donc là aussi, on n'avait pas la notion de projet, mais on voit que pour le coup, il y a plus de oui sur le service desk que sur l'ensemble de l'entreprise, même si c'est pas des enquêtes qui ont été faites au même moment auprès des mêmes répondants. Mais vu l'écart des chiffres, on peut supposer que apparemment, il y a plus de mobilité au niveau du service desk que sur l'ensemble des entreprises. Quels étaient les objectifs poursuivis par les entreprises ou quels sont les objectifs poursuivis par les entreprises pour la mobilité? Il y a 3 mots-clés qui se dégagent. Réactivité, agilité, répondre aux exigences des clients et productivité. Après, il y en a d'autres, mais les 3 premiers se distinguent. Et si on regarde au niveau du service desk, pour lequel il y avait quasiment la même question, on va retrouver des choses assez similaires. Temps de réponse, que j'associe à agilité, réactivité. Productivité, il est passé en 2, tout à l'heure il était en 3. Et répondre aux exigences des clients. Donc on retrouve bien ce trio-là. Être plus réactif, répondre correctement aux clients, enfin mieux répondre aux clients et être plus productif. C'est ambitieux finalement. Non, c'est assez ambitieux, mais c'est pareil. Bon, moi, je retiens surtout l'indicateur de productivité. On parle de la mobilité en productivité. Quand on regarde ce qu'a fait la recherche et développement sur Service Anywhere, on peut s'interroger sur le média qui est mis à disposition et en quoi le média, justement, répond à cette productivité. Le constat, c'est en quelque sorte, c'est que moins le média est spécifique aux fonctions nécessaires pour les utilisateurs, plus la mobilité est un fait en soi. Donc, quand je vais passer d'une tablette à un smartphone ou quand je vais revenir sur mon PC portable, j'ai pas de rupture de fonction, j'ai pas de rupture d'environnement. Je passe d'un environnement à l'autre de façon assez naturelle. Donc, au final, que j'utilise l'un à l'autre, j'arrive à travailler au quotidien de façon assez naturelle. Et je pense que c'est un peu ça le sujet de la productivité, c'est de donner un média suffisamment performant et un peu banalisé au final d'un point de vue fonctionnel pour permettre à tout à chacun de travailler dans ses réunions avec des KPI affichés, sur le terrain quand je fais des interventions pour aller agir directement, je fais état de mes incidents et comme ça je peux remonter l'information directement à mon service desk de façon dynamique. Je pense que c'est un petit peu cette nouvelle ère là qui se dessine. Voilà, là j'avais pas de questions. Mais effectivement, peut-être pour renforcer ce que vous disiez, effectivement au niveau de l'évolution des applications, on voit je dirais trois types de choses pour les employés en tout cas. Une première qui est de donner une interface, donner accès à l'application sur un nouveau device, un nouvel équipement, sans forcément qu'il y ait d'évolution fonctionnelle. Et dans ces cas-là, il y a souvent une sélection des fonctions les plus simples parce que faire de la saisie en volume sur une tablette, c'est pas quand même extraordinaire, donc en général, on ne donne pas la possibilité. Et puis dans les choses qui évoluent, qui sont pour le coup un peu nouvelles, il y a cette histoire de KPI, accéder à des données, ce qui va vraisemblablement entraîner un impact important au niveau du management, au niveau du mode de gestion au quotidien, puisque du coup, non seulement on peut faire du same time sur la tablette en termes d'échange de type chat, mais ou bien par téléphone, mais en plus on a accès aux données. Donc effectivement, si on se remet 20 ans en arrière, quand il y avait un problème en production, que ce soit industriel ou IT, il fallait qu'on trouve un lieu commun, qu'on se réunisse pour pouvoir échanger les informations et faire l'analyse. Maintenant, on est quand même à des années-lumière de ça. Et puis, l'autre évolution qu'on commence à avoir aussi, c'est des applications qui sont, pour le coup, nouvelles, qui vont venir compléter l'application centrale et qui vont accompagner la personne dans son travail en mobilité.
Ça, c'est des choses qui sont un peu moins avancées, mais pour lesquelles les nouveaux devices et les nouvelles façons d'interférer avec l'interface permettent effectivement des choses très intéressantes, mais vraiment pour accompagner la personne dans sa mobilité. Et on est donc sur des choses différentes de ce qu'on faisait sur un PC, en bureau. Voilà. Ouais. C'est un petit peu ça. Donc c'est bien le métier qui est adapté au device et pas le contraire. Hein. C'est pas le device qu'on paramètre pour le métier, mais non, c'est le device maintenant est intégré au métier de façon transparente, alors qu'avant, il y a quelques années, on avait du spécifique pour chaque device. Et là, on était un peu pénalisé, notamment dans l'agilité de l'IT, à mettre en place des nouvelles fonctions. Bon, pour le service desk, on voit bien, hein, c'est avoir ces indicateurs, avoir des incidents en temps réel, c'est important pour pouvoir réagir. Hein, tous les incidents de production, on voit ce que c'est. Avoir aussi tout ce qui est de façon assez basique et banalisée, approuver des demandes, hein, de pouvoir, les demandes arrivent très souvent, de pouvoir les approuver. Toujours pareil, créer de la dynamique, créer de l'agilité, et donc le device se banalise. On revient sur... du coup, j'ai perdu mon fil, en fait, mais je vais le reprendre tout de suite. On revient sur le service desk et effectivement cette enquête avec une question qui était, est-ce que le fait de devoir faire du support pour des utilisateurs qui utilisent des applications mobiles, donc là, cette fois-ci, c'est plus l'ITSM proposé en mobilité, c'est l'ITSM, enfin, ou le service desk pour les utilisateurs en mobilité, est-ce que ça impacte le centre de service? Et là, on voit qu'effectivement, on a une réponse assez large pour une réponse oui, puisque 64% c'est un impact significatif ou très important ou complet, ou voilà, et encore 33% sur un impact léger. Donc effectivement, c'est pas neutre, on s'y attendait quand même assez globalement à cette réponse. Donc sur l'impact cette fois-ci de la mobilité. Sur la mobilité, très bien. Le big data, notre troisième sujet, un des éléments qui est important au niveau du big data, c'est, entre autres, on va voir qu'il y en a d'autres, mais c'est le fait qu'il y ait de plus en plus de données non structurées qui sont partagées dans l'entreprise ou sur les médias sociaux ou dans notre environnement d'une façon large, ces données non structurées que l'on ne sait pas bien analyser et qui pourtant recèlent beaucoup de choses intéressantes. Et certains même disent que c'est là essentiellement que se trouve même ce qui est intéressant. Les big data sont effectivement développés aujourd'hui pour répondre notamment à cette situation. Et les big data sont encore aujourd'hui, enfin, le resteront certainement, mais sont encore aujourd'hui, enfin, sont essentiellement abordées par le biais de ce qu'elles sont en tant que telles, c'est-à-dire des méthodes et des technologies. Hein. Et on va voir, on va sans doute, vous allez, j'imagine, en reparler. La difficulté principale aujourd'hui, c'est d'accord, et puis ça sert à quoi? On en fait quoi de ces technologies, de ces méthodes qui sont disponibles? On voit bien, effectivement, on a des données non structurées. On a des besoins, mais on en fait quoi? C'est quand même aujourd'hui peut-être le sujet principal, enfin, ou maintenant. Et ces méthodes et technologies répondent aux 4 V, rapidement, parce que c'est important, je crois, de resituer. La volumétrie, donc effectivement, il n'y a pas que l'histoire du non structuré, il y a aussi le fait qu'il y a de plus en plus de données à traiter. La variété, donc ça correspond effectivement à cet aspect-là de données qui sont de plus en plus diversifiées, avec des sources différentes et des structures différentes. Et puis, des exigences de vitesse. Ces données, on veut pouvoir les analyser rapidement. Il ne faut pas que ça prenne à la fois des temps d'analyse, mais aussi des temps sur le calendrier, enfin des temps machine et des temps sur le calendrier pour pouvoir en tirer quelque chose. Et la valeur, on veut en tirer quelque chose. Sinon, évidemment, ça ne sert à rien. C'est indispensable, effectivement, que ça soit utile et on retrouve ces aspects d'usage. Quelques exemples d'usage qu'on a pu être amenés, nous, à analyser, qui permettent un petit peu de fixer l'esprit. Modéliser l'univers du Big Bang. Ouais, je pense que c'est un enjeu pour le CNRS qui doit être, et peut-être pas seulement le CNRS d'ailleurs, et qui nécessite, on l'imagine, des gros volumes de données et une vraie complexité. Un deuxième exemple, c'est construire un modèle d'évaluation des risques aériens.
Donc là aussi, on imagine le volume de données, on imagine l'importance pour le coup, les enjeux et la complexité de ce qui est à faire. Et puis peut-être un petit peu plus opérationnel et un peu plus quotidien ou un peu plus transversal pour les entreprises. Un troisième exemple, améliorer la connaissance des utilisateurs du site de la plateforme Skyrock. Qui sont les utilisateurs de la plateforme Skyrock, qui sont évidemment pour beaucoup d'entreprises une préoccupation, enfin ou en tout cas un intérêt de connaître mieux son client, que ce soit son client interne ou externe, quels sont ses besoins et comment est-ce que les choses évoluent. Au travers de nos enquêtes, quelques éléments. Un premier qui est la question, c'était quel problème, quelle problématique, quel sujet vous souhaitez, qu'est-ce que vous cherchez à obtenir au travers des big data, avec trois items qui ressortent, avec plus de 66%, donc pour plus des 2/3 des répondants. L'item le plus important, c'est de faire de meilleures analyses. Donc, utiliser ces nouvelles technologies pour être plus performant au niveau de l'analyse. Le deuxième item, c'est de gérer les volumes de données. Effectivement, c'est bien présenté comme un enjeu. Et le troisième, c'est le fait d'avoir des sources de données polystructurées. C'est ce qui était proposé dans cette enquête. Donc, toujours cette idée de variété des données. Sur l'augmentation des volumes de données, là aussi des éléments un peu synthétiques sortis de cette enquête. Il y a 3 années, 2011 en haut, 2012 au milieu, 2013 en bas. La question c'était qu'est-ce que vous estimez être la croissance du volume de données dont vous disposez et que vous devez analyser dans votre entreprise. Et le graphique se lit avec, à droite, les croissances les plus fortes. Autrement dit, sur la ligne du haut 2011, 19% des répondants ont dit « Notre volume de données en 2011 a cru de 25 à 50%. » C'est la partie bleue. Et vous voyez qu'entre 2011, 2012, 2013, ça augmente. C'est-à-dire que le nombre d'entreprises qui voient ces données augmenter de 25 à 50% augmente d'année en année. Et la partie rose à droite, c'est des croissances de plus de 50%. C'est-à-dire qu'en 2011, 7% des entreprises disent « On a vu nos données avec une croissance de plus de 50%, 8% en 2012, petite augmentation, 13% en 2013, donc on est vraiment dans un aspect de décollage et on ne sait pas où ça va nous emmener, mais on voit effectivement ce volume de données croître de façon importante. Là, ça permet un peu de fixer les idées. Au niveau du type de données analysées, en bleu, c'est le pourcentage d'entreprises qui analysent sur la première ligne, les données transactionnelles. Donc 70% des entreprises analysent des données transactionnelles. Effectivement, les données transactionnelles, on y dispose depuis longtemps. On imagine bien qu'il y a beaucoup d'entreprises qui les analysent. En orange, c'est ce qui est planifié. Donc peut-être qu'on ne les analyse pas encore, mais on a prévu de le faire. Et 10%, non, voilà, on ne veut pas les analyser. Presque surprenant qu'il y en ait 10%, mais il y avait toute taille d'entreprise, tout type d'entreprise, voilà. Les différentes lignes, c'est les données transactionnelles, les logs, les capteurs, les données non structurées et les données issues des médias sociaux. Les 2 dernières lignes, du coup, étant effectivement les éléments plus nouveaux. Donc, logiquement, ils sont dans le bas du tableau, moins exploités aujourd'hui. Par contre, ce qu'on voit quand même clairement, c'est que sur tous les items, il y a de l'orange de façon significative. Autrement dit, il y a des projets, il y a des évolutions qui sont attendues au niveau de l'exploitation des données. Et puis, même si les petits derniers, au niveau des médias sociaux, 14% des entreprises ont dit on exploite les données issues des médias sociaux, mais 50% ont dit on ne le fait pas encore, mais on va le faire, ou en tout cas on aimerait le faire. Donc là, c'est une évolution particulièrement rapide. Toujours pareil, j'en ai fait ma lecture. J'essaie de rapprocher en fait les données proposées par Dominique avec les approches qu'on a au niveau de l'ITSM et notamment ce qu'a fait notre recherche et développement avec Service Anywhere, les orientations qu'elle prend. Moi, il y a 2 choses qui m'ont marqué, donc j'ai bien aimé, vitesse et valeur, les 4V. Je retiens donc vitesse et valeur. Donc, qui dit vitesse, c'est pouvoir interroger rapidement, mais c'est aussi avoir un environnement big data. Qui dit valeur, c'est probablement de faire de l'analyse prédictive des informations de l'ITSM. Alors, big data, ITSM, est-ce qu'on est dans quelque chose de nouveau? J'ai le sentiment qu'on est un petit peu dans quelque chose de nouveau. Et quand tout à l'heure on parlait des 5% d'innovateurs, c'est là, ceux qui nous ont interpellés ont vu l'usage du big data dans l'ITSM et ont vu notamment, tout à l'heure on voyait le self-service et le knowledge management, 41%,
on a vu que c'est ce qu'on pousse au final. Donc Big Data, gestion de la connaissance, permettre à l'utilisateur d'être plus autonome et plus réactif, vitesse, valeur. Donc dans Service Anywhere, on va retrouver la plateforme Big Data, l'analyse prédictive, on va retrouver la façon de collecter des données externes, donc les données transactionnelles, qui peuvent venir de la gestion des événements. Donc tout ça fait quelque part, on est probablement à l'aube un peu de nouvelles tendances, mais... Et donc moi je reviens un petit peu, est-ce qu'on a un retour d'expérience? Parce que quelque chose m'a marqué aussi là dans le Big Data, c'est améliorer les processus opérationnels. Alors on voit tout de suite ce que ça veut dire pour l'ITSM, hein, on n'est pas dans le négligeable. En fait, je ne l'ai pas présentée, celle-là. Non, elle n'y était pas. Alors c'est vrai que je l'ai gardée en tête, parce que c'est un indicateur qui m'avait un peu interpellé. Et donc Dominique, on a un retour d'expérience du Big Data et de la façon dont ça permet d'améliorer ces processus opérationnels, notamment peut-être dans l'ITSM. Les tendances. Alors, je vais d'abord présenter finalement cette dernière slide qui motive la question, et puis répondre à la question. Donc, effectivement, un des éléments, une autre des questions qui était posée sur le Big Data, mais pas spécifiquement sur l'ITSM, hein, globalement sur les Big Data, c'était où voyez-vous des bénéfices sur l'utilisation des Big Data, ce qui rejoint un petit peu l'histoire des problématiques traitées, mais qui du coup là est proposé des items un petit peu différents. Et il y a, bon, selon comment on regarde les choses, on peut en retenir jusqu'à 4 items au niveau des réponses. Des décisions stratégiques, c'est le premier item qui ressort. Effectivement, le pilotage des processus opérationnels. Et puis les deux suivants qui sont plutôt les moyens finalement d'y arriver, qui sont des analyses plus rapides et détaillées. Donc on retrouve notamment le V de vitesse. Et donc le pilotage des processus opérationnels. Alors, j'ai pas forcément de réponse spécifiquement sur l'ITSM, mais par contre, ce qu'on voit aujourd'hui, effectivement, on retrouve cet aspect des usages, en fait. Hein, et ce qu'on voit évoluer aujourd'hui, ou arriver, c'est notamment des éditeurs, donc des gens qui proposent des solutions packagées, professionnelles, qui vont être proposées à plusieurs entreprises sur des choses très opérationnelles. Par exemple, un éditeur qui va rechercher sur le web toute information concernant un client qui dit « je suis toujours pas livré », par exemple, ou qui exprime un mécontentement sur quelque chose qui est en cours dans sa relation avec l'entreprise, et dans l'objectif non pas de faire de l'irréputation, ce qui est ce dont on entend parler partout, mais dans l'objectif d'essayer d'identifier quel est ce client, et de transmettre les données au service client pour résoudre le problème. Hein, donc on est sur effectivement des aspects très opérationnels pour du quotidien dans ce cadre-là. Donc ça rejoint les autres indicateurs d'où on se rapproche des métiers, hein, donc on est plus en relation avec les métiers. Donc c'est vrai que le pilotage opérationnel c'est quelque chose de majeur, c'est comment je peux faire du prédictif avec des données qui me sont issus de la gestion des incidents ou de la gestion des événements ou de la gestion des connaissances pour justement sentir des tendances. Alors ça peut être pour des incidents, mais ça peut être aussi en réaction à des... Tout à l'heure, on parlera des réseaux sociaux et comment on met du collaboratif dans Service Anywhere. Mais le collaboratif, ça nous permet aussi de capturer les usages ou aussi les questionnements qu'ont les différents utilisateurs, capturer ces informations-là pour sentir si notre catalogue de services, par exemple, est aligné avec les demandes des différents utilisateurs ou des clients. Donc ça, je retiens surtout le big data dans le prédictif aligné avec l'opérationnel pour une meilleure réponse au métier. On a fini. On a fini. Voilà, donc il y a des petits points d'attention à retenir. Moi, ce qui est assez frappant dans l'enquête, et puis après, on va arrêter de parler parce que vous avez probablement envie de voir et d'aller dans le vif du sujet. Ce que je retiens, ce qui est assez important, il y a des études qui parlent du shift un petit peu de génération. Donc on a à peu près les baby-boomers et les vétérans, c'est 50% des actifs. Et puis on a toute une nouvelle génération qui arrive. Et globalement, en 2030, on va commencer à basculer complètement avec cette nouvelle génération. Mais cette nouvelle génération, si on regarde les 5% d'innovateurs, et si on regarde aujourd'hui pourquoi les clients ont fait le choix de Service Anywhere, le témoignage de Luc tout à l'heure est là pour l'affirmer, je pense qu'ils ont vu dans Service Anywhere comment ils allaient mettre à profit ce nouvel environnement ITSM pour répondre encore mieux à leur métier et d'être plus réactifs et plus productifs. Voilà. Donc, je vous invite à déguster la présentation pour rentrer un peu dans le vif du concret et puis je vous rejoins tout à l'heure. Merci.